J'ai entre les mains le mini PC avec le processeur Intel le plus puissant jamais produit, valable aussi pour les ordinateurs portables. Bienvenue sur AliExpress pour le test du Minisforum Atomman X7 Ti. Mini PC qui ravira les fans de hardware quand j'allumerai l'ordinateur tout à l'heure pour vous montrer la partie centrale. Il fait 14,5 cm de côté pour 4,8 cm de hauteur. Sans être le plus petit du marché, il reste très raisonnable en matière de taille. Regardez, il tient dans ma main et reste beaucoup plus petit qu'un Apple Mini M2. Au niveau des ports, c'est le meilleur mini PC que j'ai vu de ma vie et de loin. Vous avez de l'USB-A 3.2 Gen 2, vous avez de l'USB-C, USB 4 ici en face avant, une sortie jack. Et alors là, il y a un port que les geeks vont adorer. On commence classique avec de l'USB-A 3.2 Gen 1. Vous avez ici de l'USB-A ancienne génération, de la HDMI 2.1. Vous avez ici du DisplayPort. Vous avez là deux prises LAN 5 Gb. C'est le premier mini PC avec du 5 Gb que je vois. Vous avez encore de l'USB 4. Et c'est ici que ça devient très intéressant. J'ai testé beaucoup de mini PC, pourtant c'est la toute première fois que j'en vois un, je dis pas que c'est le seul à l'avoir, un port OcuLink permettant de brancher dessus une carte graphique externe. Ça c'est totalement cool. Ajoutez à cela, en face avant, un slot pour mettre une carte SD et ce petit bouton qui doit vous interloquer. En plus de l'écran de 4 pouces que vous ne voyez pas à cet instant précis, il y a une webcam sur cet ordinateur avec des micros. Et c'est pas fini, ajoutez à cela 32 Go de RAM en DDR5, un NVMe en Gen 4 et le Wi-Fi 7 à l'intérieur plus le Bluetooth 5.4, c'est de loin le mini PC le plus complet que j'ai pu avoir entre les mains et même très largement. Et ça s'arrête pas là, vous vous demandez peut-être ce que fait une caméra Full HD sur la partie supérieure d'un mini PC. Et bien voilà la réponse, il est monté ou montable sur un petit support que vous avez ici que vous allez pouvoir incliner pour pouvoir régler la caméra en fonction de vos besoins. Ça permettra aussi de l'aérer, processeur ultra puissant à l'intérieur, le plus puissant comme je vous le disais, de chez Intel pour la partie ordinateur portable et mini PC, le Intel Core Ultra 9 185H. Si la prise d'air se trouve sur la partie inférieure de l'ordinateur, n'aura pas échappé au geek l'énorme ventirad que vous avez ici en face avant. C'est mon véritable rêve de geek, cet écran-là qui donne les constantes de l'ordinateur, bon la date évidemment, le CPU avec sa consommation, sa température ainsi que sa fréquence, idem pour la partie GPU, manque le NPU à la limite puisqu'on a un NPU à l'intérieur de cet ordinateur, on reviendra dessus à l'intérieur du test. Vous avez le niveau de RAM utilisé, le niveau de SSD utilisé, la vitesse de connexion, le débit que vous utilisez à cet instant précis, la possibilité de régler le niveau sonore, le niveau de luminosité, de changer le paramètre de l'ordinateur, le mettre en mode économique équilibré ou le mettre en mode performance et quelques autres fonctions supplémentaires, comme par exemple la disposition des éléments qui composent cet écran. C'est bien simple, dans son genre, c'est-à-dire complet, cet ordinateur n'a à cet instant précis aucun concurrent. Je m'aperçois que j'ai oublié de vous parler d'un port, et pourtant il est rarissime sur les mini PC, le DisplayPort 2.0 que vous avez juste ici. Vous allez pouvoir brancher jusqu'à 4 écrans simultanément. Là, on va se faire un petit test de démarrage, on va voir au bout de combien de temps j'arrive sur le bureau de Windows, sachant qu'il y a Windows 11 à l'intérieur de cet ordinateur. Alors Windows 11 non activé, malheureusement, il n'y a pas de licence. J'ai dû me relier directement à mon compte personnel qui, lui, contient une licence au moment de l'initialisation de Windows. Pour l'instant, on en est à une vingtaine de secondes pour arriver sur le bureau, 22 secondes. On peut pas dire que ce soit la meilleure performance que j'ai pu voir jusqu'ici, on va quand même étudier le NVMe, voir quelle est sa vitesse. Et voilà le résultat, 4700 MB par seconde en lecture et un décrochage, léger décrochage ici qui n'est pas symptomatique étant donné la valeur qu'on a juste en dessous, à 2700 en écriture. Pour du Gen 4, on est donc sur un très bon milieu de gamme au niveau du NVMe. Pour rappel, un disque dur à l'ancienne qui tourne va monter autour de 100 MB par seconde, à peu près, hein, grosso modo. Ça va dépendre si vous avez un 7200 ou un 10 000 tours par minute. Et pour les plus hauts de gamme de la génération 4, on va être autour de 8000 par seconde. Par acquis de conscience, je me suis demandé si à l'intérieur du BIOS, on avait un mode fast boot disponible, mais non. D'ailleurs, c'est une des premières fois que j'ai une interface de ce type-là, un petit peu retaillée par rapport aux interfaces austères qu'on peut avoir à l'habitude au niveau des BIOS. Toujours est-il que le bonheur d'avoir un NVMe, c'est de pouvoir lancer les applications que vous utilisez habituellement extrêmement rapidement, en collaboration avec la RAM. 32 Go de RAM pour pouvoir bosser, pour pouvoir jouer aussi, dans la mesure où on a un iGPU à l'intégrer à l'intérieur de cet ordinateur qui n'a pas de VRAM propre. C'est plutôt essentiel. Allez, comme d'habitude, on va commencer par du décodage vidéo, vérifier que l'ordinateur est bel et bien en mesure de lire de la vidéo en flux 4K. Je vais m'éloigner un petit peu ici à l'intérieur, sachant que moi je suis en Wi-Fi 6 sur mes routeurs et que l'ordinateur peut fonctionner en Wi-Fi 7 comme je vous l'ai dit. Je vais donc pas l'exploiter forcément à fond, mais c'est pas gravissime. On va regarder ce qu'il consomme en matière de ressources processeurs. Alors j'ai la ressource processeur ici
À 5%, j'ai une évaluation un petit peu différente à l'intérieur de Windows. Je suis à 5% sur l'ordinateur, je suis à 14% ici sur Windows et GPU, je suis à 30% alors qu'il m'indique du 0 directement sur l'ordinateur. Résultat assez étonnant. Alors comme je vous le disais, on peut mettre plusieurs écrans sur cet ordinateur, on peut en brancher jusqu'à 4 et dans l'absolu, vous pouvez tout à fait lire 4 flux vidéo si jamais vous en avez envie avec un ordinateur qui va à peine transpirer, plus 16% processeur et toujours une trentaine de pourcents pour le GPU, c'est-à-dire la partie graphique. Allez, on augmente la difficulté, je lui ai mis un film en 4K, 65 Go qui transite par mon réseau Wi-Fi encodé en H265 avec les 4 autres flux vidéo qui tournent ici directement sur Chrome. Et ben l'ordinateur ne transpire pas véritablement plus, voilà, 12% en consommation processeur, 30% en consommation GPU. On va encore monter d'un cran cette fois-ci avec de la lecture de fichiers 8K, à l'occasion de voir que mon réseau est pas à son top à cet instant précis. Je transfère le fichier depuis mon NAS à seulement 30 mégaoctets par seconde. Ah oui, j'avais oublié un petit détail, ma femme ne bosse pas aujourd'hui, elle squatte une partie de la bande passante, là je suis monté à 70 mégaoctets par seconde. Et même à 110 mégaoctets, qui est le plafond que moi je peux atteindre directement en fin de vidéo. Voilà, le fichier 8K a été lancé, on va regarder quelle est la consommation en matière de ressources processeurs. Alors c'est vraiment anecdotique, hein. 4% et un peu plus en matière de GPU, mais c'est la moindre consommation que j'ai pu avoir sur un ordinateur jusqu'ici, avec un très beau fichier 8K. Cela signifie tout simplement que rien ne va résister à cet ordinateur en matière de divertissement, que ce soit la navigation sur le web ou la lecture de flux vidéo, en Full HD, en 4K, éventuellement en 8K, du Netflix, du Prime Video. Bref, tout ce que vous pouvez avoir en streaming fonctionnera à la perfection, y compris dans votre réseau interne, si vous avez un NAS comme c'est mon cas, notamment grâce au Wi-Fi 7, si vous êtes bien équipé, vous allez pouvoir exploiter la bande passante de votre réseau interne, mais aussi du réseau externe de la fibre à son plein potentiel. Je reste néanmoins un peu étonné concernant les graphes que vous avez ici, qui n'indiquent pas la consommation réelle CPU, GPU, telle que Windows me l'indique, et je pense que c'est Windows qui dit la vérité. Il s'agit aussi d'un ordinateur pour bosser, et comme moi je bosse essentiellement en vidéo, ça consomme énormément de ressources. Je vais vous montrer un fichier enregistré à 360 degrés à Arcachon qui tourne extrêmement bien sur cet ordinateur-là. Il faut un ordinateur très puissant pour pouvoir faire tourner ce genre de fichier, que ce soit au niveau du NVMe ou au niveau du processeur. 9e génération, ça saccade. 11e génération, ultra puissant, ça commence à aller. Là, avec un Intel Core Ultra 9, ça marche sans aucun problème, c'est absolument nickel. Ça vous permettra non seulement de lire ce genre de flux difficiles, mais aussi de les compresser plus rapidement. D'ailleurs, via ce diagramme, on peut voir que les ressources processeurs sont quand même pas mal consommées. Ici, au niveau du GPU, j'étais quasiment autour de 70%. Le processeur central, lui, est laissé tranquille. Je peux pas passer en revue tous les logiciels que vous pourriez utiliser avec un ordinateur. Je peux juste vous montrer ce que moi je vais utiliser. Par exemple, GIMP ici, pour faire de la retouche photo. Vous pourriez utiliser Photoshop. Par contre, il y a besoin d'une licence. GIMP, quant à lui, est gratuit et fonctionne évidemment impeccablement. La suite Office marche elle aussi sans aucune difficulté. Word, PowerPoint, Excel, même des gros tableurs Excel avec 32 Go de RAM, vous pourrez les gérer sans souci. Attention, il n'y a pas de licence Excel incluse à l'intérieur de cet ordinateur. Au niveau du boulot, au niveau de la productivité, ce mini PC est en mesure de gérer absolument tous les logiciels disponibles sur le marché et relativement confortablement, équivalence de ce que vous pourriez trouver sur un ordinateur portable, par exemple, type Ultrabook, ou sur un autre mini PC, sachant que lui, il est au top de l'univers des mini PC, ce qui est plutôt cool. Lui manquerait la même chose qui manque sur n'importe quel mini PC, une carte graphique dédiée qui permettrait de faire fonctionner certains logiciels spécifiques plus rapidement, mais en matière d'IGPU, on a déjà quelque chose de très costaud. Une chose qu'on a dans cet ordinateur et qui n'existe pas ailleurs, c'est un NPU. Si je vous ai perdu, je vous explique. Ici, vous avez le processeur central, on appelle ça le CPU. Ici, vous avez le processeur graphique, on appelle ça le GPU. Et vous avez le processeur dédié à l'intelligence artificielle, le NPU. C'est ce genre de processeur qui va vous permettre d'utiliser les logiciels qui arrivent et qui permettront de générer via l'intelligence artificielle ce type de vidéo. Aujourd'hui, on est au début de l'intelligence artificielle, tant et si bien qu'il n'existe même pas, à ma connaissance, de logiciels sur PC qui exploitent le NPU, donc il va être difficile de vous faire une démonstration. Une chose est certaine, ça va arriver très vite et très fort. Et si Intel est le premier à s'être lancé dans la course, AMD est en train de le rejoindre, mais avec un peu de retard. J'aime bien vous montrer des benchmarks qui permettent de comparer les processeurs entre eux. Vous avez ici le Intel Core Ultra 7 comparé au 185H avec des performances globalement assez proches l'une de l'autre. On est sur le processeur le plus puissant de chez Intel, mais qui a 8% d'écart en single core, donc en puissance brute, et qui a un rapport quand même relativement proche en multicœur. Le processeur de cet ordinateur, le 185H, est à peu près l'équivalent de l'AMD Ryzen 9 9000
8945HS que j'ai testé assez fréquemment sur ma chaîne. On pourrait aussi croire qu'il est très semblable à l'ancienne génération de processeurs Intel, le Core i9 13900H, et effectivement, en single core et en multicore, on est à peu près dans les mêmes eaux, voire même un léger retrait pour le Ultra 9. Mais c'est au niveau du GPU que ça change absolument tout, de l'iGPU ici. Regardez, on est sur un x2 en matière de puissance avec la nouvelle génération de processeurs Intel Core Ultra 9. Une partie de la bataille se joue sur les prix, évidemment. On est sur ce qui se fait de mieux aujourd'hui en matière de processeurs, que ce soit vis-à-vis de la concurrence AMD ou tout simplement de la concurrence même au sein des processeurs de chez Intel, mais pas de beaucoup. Comme vous avez pu le voir, il n'y a pas non plus un gros delta, sauf sur la partie graphique. Et pour tester la partie graphique, quel meilleur choix que de se lancer un petit jeu vidéo, là pour le coup, un Counter-Strike 2, qu'on va se mettre en... Alors, Full HD, je vais désactiver l'anti-crénelage, tout simplement parce que ça consomme trop de ressources. Là, je dois être en 4K. Je vais me mettre en Full HD, tout simplement. À part ça, j'ai tout laissé surélevé. Et comme vous pouvez le voir dans le coin supérieur gauche, ici, vous avez le nombre de FPS affichés. Je suis à 99, quasiment 100, 80, 100 FPS par seconde. Ce qui est tout simplement excellent, rend un jeu de ce type-là parfaitement jouable. Voilà, juste pour rigoler, je vais le mettre directement en 4K. Un processeur de ce type-là et un processeur graphique notamment n'est pas en mesure de jouer en 4K. Il faut une RTX 3070 pour être confortable en 4K. Alors ça dépend du jeu que vous allez utiliser, évidemment. Là, je suis tombé à 30 images par seconde en 4K. L'ordinateur ne démérite franchement pas. Bienvenue cette fois sur Apex Legends. Alors je vais me mettre en Full HD. Là, faut pas déconner, on va quand même pas aller sur de la 4K. Le 155H avait eu du mal avec ce jeu-là. Donc pour le coup, on va tester... Hop, je vais y aller cool. On va être en train de faire. De toute façon, on n'a pas de VRAM normalement à l'intérieur de cet ordinateur-là. Je vais me mettre tranquille. Et comme vous pouvez le voir, j'obtiens un très honorable, malgré une vue plongeante, 70 FPS. Sachant que ce processeur est quand même assez semblable au 155H. À l'époque, le 155H ne m'avait pas permis de jouer à Apex confortablement. J'avais quand même pas mal de saccades. Il y a beaucoup d'évolutions qui ont été réalisées, notamment sur les drivers. J'avais été un peu déçu en testant le 155H sur un ordinateur de chez Asus, mais c'était juste après sa sortie. Et il y avait pas mal de saccades sur Apex, alors qu'on nous promettait un iGPU capable de concurrencer au moins du 680M de chez AMD, voire du 780M. Apex n'était pas fluide. Là maintenant, il y a eu des mises à jour de fait sur les pilotes ARC de chez Intel. D'ailleurs, je vous engage à toujours faire les mises à jour de manière générale, mais surtout sur les pilotes graphiques. Ça change clairement la donne. Allez, comme ça, juste pour le plaisir de vous montrer quelques images, bienvenue sur PlayerUnknown's Battleground, le tuto de début, avec 30 images par seconde, un peu léger, pour pouvoir jouer confortablement à ce genre de jeu vidéo. Et toujours cette interrogation, alors si le CPU est très peu utilisé, le GPU est utilisé à 100%, ça m'étonne pas, j'ai juste regardé ici, niveau CPU, non, on est à 43%, on devrait être à 43%, là, on est à 5%. Par contre, GPU, là, est bien noté à l'intérieur de l'ordinateur, avec une température modeste de 54 degrés pour la partie graphique et 56 degrés pour la partie processeur central. Je vous le dis depuis des années, un mini PC n'est pas fait pour jouer aux jeux vidéo, mais ça y est, ça s'est terminé avec les nouvelles générations de processeurs. On a enfin des iGPU capables de faire tourner, alors pas tous les jeux vidéo, les jeux les plus récents, les jeux les plus gourmands ne tourneront pas. Un Red Dead Redemption 2, un Metro Exodus, tout ça, ce ne sont pas des jeux qui sont faits pour tourner sur des mini PC ou même sur des ordinateurs portables non équipés de cartes graphiques dédiées. Mais il y a quand même un gap énorme par rapport aux précédentes générations. Il y a énormément de jeux vidéo qui maintenant tournent sans problème et vous avez le bénéfice de pouvoir mettre maintenant une carte graphique externe si vous en avez même une ancienne. Par exemple, une GTX 1650 fait le job. Elle est plus performante qu'un iGPU et pourrait clairement vous permettre de monter encore une fois d'un cran en matière de puissance graphique. Après, si vous voulez mettre des cartes graphiques plus costauds, c'est surtout une question de budget. Il y a une carte Wi-Fi 7 à l'intérieur de cet ordinateur et un potentiel de téléchargement très élevé en fonction de la connexion que vous aurez. Avec une bonne fibre, avec éventuellement de bons routeurs, vous aurez la possibilité de télécharger à des vitesses stratosphériques. Là, je suis à 500 mégabits par seconde. Et c'est normal, mon réseau, malheureusement, n'est pas encore adapté. Attention, le Wi-Fi 7 n'est pas une magie par rapport au Wi-Fi 6E. Ça permettra de connecter plus d'appareils, d'avoir globalement des débits plus élevés, mais sur un seul et même appareil, les débits sont quand même relativement proches d'un Wi-Fi 6E. Parmi les côtés cool, il y a sur cet ordinateur une petite caméra occultable, comme vous pouvez le voir, et plutôt de bonne qualité. Moi, je trouve le résultat assez bluffant. Alors, avec un bon éclairage, vous aurez la possibilité de parler à vos interlocuteurs de manière fluide. Et franchement, je suis assez bluffé en règle générale. On a des caméras d'assez mauvaise qualité
sur les ordinateurs portables. Alors sur un mini PC, on n'en parle même pas, il n'y a jamais de caméra évidemment. Mais là, c'est étonnamment bon. Niveau chauffe, l'ordinateur est assez étonnant. J'espère que vous parvenez à bien voir mon écran. Je suis retourné sur PlayerUnknown's Battlegrounds qui consomme énormément de ressources, 100% du GPU comme vous pouvez le voir, avec une chauffe processeur à 51 degrés, pardon, à cet instant précis. C'est extrêmement bas. Alors on est sur la chauffe processeur pour le coup, donc c'est peut-être relativement normal. 43 degrés ici. Et pour la partie graphique, tiens, c'est marrant, il m'indique pas de température pour la partie graphique visiblement. Je l'ai quand même ici. On est sur du 52 degrés cohérent avec les 55 degrés que j'ai là, qui correspondent aux 56 qui sont affichés sur Hardware Monitor. Après, d'un point de vue mécanique, il y a forcément un bruit de soufflerie au niveau de l'ordinateur qui doit expulser la chaleur, qui reste honorable, même si lorsqu'on dépasse ce genre de température, lorsqu'on va plutôt être autour des 78 degrés, là on a une petite turbine quand même qui se met en jeu. Les mini PC ont bien changé, ils sont devenus des ordinateurs à part entière, capables de quasiment tout faire, et ce Minisforum Atomman X7 Ti en est, on va dire, l'illustration parfaite, et ça commence alors par son design, le côté verticalisé qui est plutôt une bonne idée pour l'évacuation de la chaleur, mais surtout le nombre de ports disponibles sans aucune concurrence aujourd'hui sur le marché, jusqu'à la possibilité de mettre une carte graphique externe, mais même le fait d'avoir 2 ports USB 4, le fait d'avoir un DisplayPort, tout ça c'est des choses qui n'existent pas sur la plupart des mini PC disponibles sur le marché, tout en gardant une taille modérée. C'est vraiment super cool. La puissance est au rendez-vous, la puissance de calcul. Alors pour la partie récréative, la partie bureautique, la partie travail sans aucun problème. Pour la partie graphique, il y a toujours cette nuance à faire. On n'a pas de carte graphique dédiée, donc vous pouvez jouer à certains jeux vidéo, mais pas non plus à tous les jeux vidéo disponibles sur le marché. Vous avez le bénéfice du Wi-Fi 7 à l'intérieur, du Bluetooth 5, les meilleures technologies. Ce que je vais lui reprocher, l'absence de licence pour Windows, qui m'a clairement étonné, la nécessité de me connecter avec mon compte, et l'écran qui ne donne pas toujours les bonnes informations sur la consommation processeur. Écran qui est très cool au demeurant, mais il y a peut-être de la mise à jour de l'optimisation à faire à ce niveau-là. Voilà ce que je pouvais vous en dire. Pensez à liker cette vidéo, c'est important pour moi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, vous avez le lien pour aller voir le tarif de ce mini PC directement dans la description. Je vous mettrai aussi le lien vers les autres mini PC de chez Minisforum que j'ai notés et qui pourraient vous intéresser. À des tarifs moindres, on peut trouver des ordinateurs quand même extrêmement puissants, notamment sur la partie AMD, en commençant sur des cartes graphiques 680M pour ceux qui avaient envie de jouer un petit peu aux jeux vidéo. Il y a moyen de trouver vraiment des ordinateurs très cool en ce moment, donc profitez-en. Si vous avez un message à me laisser ou des questions concernant ce mini PC, vous pouvez me les laisser dans les commentaires de la vidéo YouTube. J'essaie de répondre à tous mes abonnés. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!